croyez-moi, la Jet Society de Davos me fait vomir. C'est pas mon monde. Ça ne sera jamais mon monde. Le président d'une dictature communiste vient propret devant tout le monde, avec un sourire légèrement plâtreux, nous dire « Je suis le défenseur du libre-échange ». Deux choses. Un, la classe politique française a laissé faire l'Allemagne. Je répète, la classe politique française a laissé faire l'Allemagne. Mais ce n'est pas parce qu'on peut soutenir militairement l'Ukraine qu'il faut s'aborder stratégiquement le socle de notre économie. Je pense qu'il serait grand temps que le monde agricole français commence à regarder au microscope électronique ce qui se passe du côté de l'activité des fonds anglais et américains sur le courtage des matières premières agricoles. Ce que je vais dire est terrible. Bienvenue dans cette édition du Cercle avec Christian Arbulot. Christian Arbulot, bonjour. Merci. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission débat de la chaîne Risque Intel Média où on parle de géopolitique, d'intelligence économique, de gestion des risques. Christian Arbulot, je vais rappeler rapidement qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes le directeur de l'École de guerre économique, vous êtes écrivain, spécialiste des questions d'intelligence économique et de guerre économique, et vous êtes même l'un des pères fondateurs de la discipline en France, puisque vous avez notamment participé à la rédaction du rapport Martre, qui posait les fondements de l'intelligence économique en France. Vous avez beaucoup d'autres casquettes, je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais on dirait que vous connaissez très bien le monde du renseignement et aussi celui de la défense. Et aujourd'hui, on voulait vous recevoir dans cette émission pour un thème un peu particulier, qui est celui d'une guerre économique peut-être à bas bruit qui sévit en Europe. L'Europe est-elle en situation de guerre civile économique? On va voir ça ensemble. Et pour commencer cet entretien, j'aimerais vous poser une question très concrète qui intéresse le quotidien des Français. Le prix de l'énergie, le prix de l'électricité. Pourquoi est-ce qu'on paie aussi cher en France? Moi, je pensais que l'énergie nucléaire était l'une des moins chères au monde. Alors, l'énergie nucléaire est effectivement une des moins chères au monde. Il y a des spécialistes beaucoup mieux qualifiés que moi dans le domaine qui nous expliquent quand même depuis de nombreux mois, voire depuis plusieurs années, que le prix de l'électricité tel qu'on l'a conçu maintenant pour les Françaises et les Français ne correspond absolument pas à ce qu'il devrait être. C'est-à-dire qu'on avait bâti une industrie nucléaire qui nous permettait d'avoir une électricité de bas prix. Et je pense que c'était un très très gros atout pour un pays comme le nôtre. Et là, on découvre, pour des raisons diverses et variées, que le grand public a du mal d'ailleurs à saisir, que ce prix est en train de s'emballer, d'augmenter, alors que les experts du monde du nucléaire nous expliquent régulièrement qu'il pourrait être différent. Alors, je crois que si on veut essayer un tout petit peu de cerner cette incohérence, parce que c'est une incohérence, il faut, je pense, mettre un peu les cartes sur table. Mmh. La première carte que je mettrai sur la table, c'est l'Europe, revenons à l'Europe, et la question, dans la construction de l'Europe, depuis ses origines, est-ce qu'on a construit l'Europe en posant une question simple, comment faire en sorte que l'Europe soit performante, donc la moins dépendante possible d'autres acteurs extérieurs pour son énergie. Alors n'oubliez pas quand même qu'au début, il y avait la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est-à-dire que ça a commencé quand même un peu autour de problèmes comme ça. Donc on pouvait se dire les fondamentaux de l'Europe
ils étaient là à l'origine. Et en fait, non. Alors non, pourquoi? Parce que ça, on l'a découvert bien longtemps après. Lorsque l'Allemagne signe un accord bilatéral sur le gaz avec la Russie, là, on découvre que ce pays, pour ses intérêts propres, choisit une voie, donc la recherche du gaz pas cher, pour développer son industrie, etc. Et il n'y a pas de débat européen, c'est-à-dire il n'y a pas eu de concertation entre les principaux États membres de l'Union européenne pour dire la priorité, c'est qu'on se mette d'accord entre nous pour arriver à une solution pertinente sur l'entité européenne et la manière dont elle peut fonctionner de manière stratégique. Donc, des intérêts communs. Et non pas autre chose. Et en fait, l'autre chose, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'Union européenne, petit à petit, a émis un certain nombre de messages qui étaient totalement décorrélés avec la question initiale que je viens de soulever, une Europe, une stratégie commune, afin d'avoir des résultats pertinents sur ce terrain-là. Non, l'Europe, telle qu'on l'a vu se développer, c'était un marché, des fixations de prix, une envolée lyrique sur il faut ouvrir à la concurrence, il faut donc fabriquer des instruments pour permettre à des nouveaux entrants d'exister, et on remettait en cause donc les systèmes nationaux qui avaient été créés. Prenez pour la France, c'était un système où l'État jouait un rôle majeur sur l'infrastructure énergétique française, que ce soit dans les constructions de barrages, que ce soit dans l'apparition de l'industrie nucléaire, que ce soit dans l'apparition de firmes comme Cogema, Framatome, EDF et d'autres. L'État était structurellement au cœur du système. Pour l'Europe, non, c'est pas ce qu'elle voulait, et donc le sacro-saint mot, c'est la libéralisation du marché et l'ouverture à la concurrence. Et là, on entre dans un autre univers qui aujourd'hui nous semble kafkaïen et totalement absurde, c'est-à-dire on va tout faire pour déstructurer ce qui existait auparavant, et notamment, par exemple, le système français, afin de créer un fonctionnement artificiel pour que les nouveaux entrants, qui ne fabriquent rien au départ, vendent quelque chose et puissent réaliser des bénéfices. Donc là, on va complètement déstabiliser le système précédent. On va demander à EDF d'entrer dans un système marchand absurde, au sacro-saint nom de la vocation de l'Europe, c'est une liberté par rapport à la concurrence, une dérégulation du marché et une focalisation très très forte sur la fixation des prix, etc. Donc le résultat de tout ça, c'est que pendant des dizaines d'années, pendant au moins une vingtaine d'années, personne n'a remis en question ce raisonnement. Quand je dis personne, je parle de la classe politique française. C'est-à-dire qui, dans la classe politique française, a levé le doigt en disant « il y a une incohérence totale entre ce qu'on souhaiterait que l'Europe soit, c'est-à-dire éventuellement un cœur stratégique de pays qui ont compris qu'il y a des enjeux lourds, et les enjeux lourds, c'est par exemple la dépendance énergétique. Quand l'Allemagne signe un accord préférentiel avec la Russie pour importer du gaz, elle est ravie parce que le gaz ne coûte pas cher, mais il suffit qu'il arrive un événement comme l'invasion russe en Ukraine pour changer tous les paramètres. Et là, on découvre que, il ne faut plus acheter de gaz russe. Oui, alors on fait comment? Et regardez l'état actuel de l'économie allemande qui est totalement prise à contre-pied parce que on redécouvre le fil à couper le beurre, c'est-à-dire que les problèmes géostratégiques,
les problèmes de confrontation entre puissances, et tout ce qui va avec bouleverse mais radicalement les données du marché, celles sur lesquelles l'Europe avait conçu sa philosophie d'action. L'Union européenne, la Commission de Bruxelles. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on a eu des signes avant-coureurs. Je me souviens d'une époque où Poutine, alors je ne sais plus si ça correspond avec les premières tensions autour de l'Ukraine ou de la Géorgie, je ne sais plus, mais toujours est-il qu'à un moment donné, Poutine prend la parole en disant « Attention, je peux fermer le robinet du gaz ». Alors pendant quelques jours, là, il y a eu une espèce d'éclaircie dans le cerveau européen, pour peu qu'il existe, où on s'est dit « Ah, là, on voit ce que c'est éventuellement le prix à payer d'une dépendance, notamment vis-à-vis du gaz russe, d'accord ? Mais l'information tuant l'information, la crise disparaissant ou se dissipant, on a très vite oublié cette première alerte. Il faut la guerre en Ukraine pour que là, on soit devant l'évidence, d'accord ? Mais notez bien quand même, et c'est ça, moi, que je trouve absolument dément dans cette histoire, c'est que là, on a une leçon par A plus B que un des enjeux majeurs de l'Europe, c'est de ne pas être dépendante sur le plan de ses approvisionnements énergétiques. Est-ce que Mme von der Leyen met ça en avant dans ses discours? Non. Ce n'est pas dans son langage. Cette femme prétend jouer un rôle essentiel dans l'avenir de l'Union européenne et je ne l'entends pas mettre en avant la priorité numéro 1 compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, et c'est loin d'être terminé l'histoire ukrainienne, à savoir qu'il va falloir tout faire pour réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis de ses approvisionnements énergétiques. Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais j'aimerais vous soumettre aux deux angles. Quand vous dites l'Europe doit lutter contre sa dépendance énergétique, vous prenez là le point de vue, je dirais, d'un Européen. Oui. Moi, la question que je vous pose, et je vais en venir au fameux rapport que vous avez dirigé sur l'ingérence des fondations soutenues par l'Allemagne dans, je dirais, le nucléaire français, la destruction du nucléaire français, est-ce que les Allemands, eux, se sont posé la question en tant qu'Européens ou en tant qu'Allemands? Parce que si les Allemands s'étaient demandé, en tant qu'Européens, nous devons être indépendants d'un point de vue énergétique, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu développer avec la France une filière nucléaire puissante, plutôt que de faire ce choix, qui est un choix qui a été fait de manière sciemment, du gaz russe en fait. Donc comment réfléchit cette première puissance économique, alors peut-être pas pour très longtemps, allemande, en européenne, comme vous semblez le prôner, ou comme un État-nation classique avec ses intérêts, qui ne sont peut-être pas forcément ceux de la France? Alors, entendons-nous bien, quand je parle de l'Europe précédemment, c'est dans un schéma théorique que j'aimerais qu'elle soit. Mais ce n'est pas la réalité. C'est malheureusement pas la réalité, et effectivement, le cas allemand, c'est une démonstration par l'absurde que ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire, il est évident que l'Allemagne, a privilégié ses intérêts de puissance ou de reconstitution de puissance sur le terrain de l'économie et n'a pas du tout pris en compte ce que devrait être une stratégie au niveau de l'Union européenne, si l'Europe était autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui ou ce qu'elle est devenue. Bon. Donc oui, le problème, c'est que l'Allemagne, alors certains pourraient dire très cyniquement, d'autres pourraient dire très logiquement, a fait des choix. Et là où il y a un énorme problème, pour nous en tout cas, France, c'est que je pense quand même, j'ose espérer qu'au niveau du pouvoir politique français,
et ceux qui se sont succédés depuis 20 ans, au niveau d'un certain nombre de hautes administrations, voire d'acteurs du secteur énergétique, on a vu les Allemands prendre une direction qui était leur intérêt national, dans un premier temps, faire des choix qui remettaient totalement en question un possible dialogue franco-allemand sur l'énergie, puisque l'abandon du secteur nucléaire en Allemagne, vous savez très bien comme moi que c'est un croisement d'enjeux électoraux, de petites compromissions politiciennes entre le monde conservateur allemand et les Verts allemands. Et là, Madame Merkel a joué un rôle très important dans cette histoire. D'accord. Mais ça, on l'a vu. Enfin, je veux dire, cette information-là, elle était disponible à l'Élysée, à Matignon ou ailleurs. Donc, on a bien vu que l'Allemagne faisait cavalier seul en privilégiant ses intérêts propres, mais allait beaucoup plus loin que cela, puisque en sortant de la filière nucléaire, elle allait construire un discours au niveau de l'Union européenne pour apparaître comme le chevalier blanc de la future transition énergétique par rapport à tous les problèmes d'environnement et autres, alors que tout ça s'était construit sur du sable. C'était construit en partie sur des mensonges. N'oublions pas l'importance de l'industrie charbon en Allemagne, que si l'Allemagne abandonne le nucléaire, il va bien falloir qu'elle privilégie autre chose, et on en revient par exemple au gaz russe, et que c'était donc une vulnérabilité potentielle forte qui était en train d'apparaître, et les pouvoirs politiques en France, à moins de considérer que ça ne les intéressait plus et qu'ils bottaient en touche, comme on dit vulgairement, ils ont eu ces informations, ils ont très certainement eu des notes d'analyse qui étaient des signaux d'alerte pour dire l'Allemagne est en train de prendre une orientation qui risque de diverger complètement par rapport à notre réalité française dans son potentiel énergétique, ses choix, etc. Et là, il s'est passé quand même quelque chose d'hallucinant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, avec le recul du temps, c'est que quelle a été la position, par exemple, des gens du monde nucléaire en France? Ils l'ont vu, ça. À l'époque où on avait encore, à la tête du commissariat à l'énergie atomique, des personnes qui défendaient la pertinence de l'industrie nucléaire, de sa recherche-développement, des nouvelles solutions, etc. Eh bien, je tends l'oreille. Qu'ont-ils dit? Est-ce que j'ai assisté à des démissions fracassantes de gens qui disent « il se passe ça, je ne valide pas ça, et je pars, et je dénonce ce qui est en train de se passer. Je dénonce le silence du politique, sa non-prise de position. » Je crains, hélas, que je ne vais pas trouver beaucoup de noms à citer qui ont eu le courage, l'audace d'affirmer, au moment où ça s'est passé, leur avis, quitte à prendre des décisions qui allaient évidemment nuire à leur intérêt personnel, mais au moins qui défendaient une cause qui était la cause France sur le plan d'une politique énergétique face aux risques qu'on a vu apparaître après. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Mais que l'Allemagne décide de s'aborder, de s'aborder son indépendance et puis même son bilan carbone avec ses choix énergétiques, à la limite, on peut se dire que quelque part, cela la regarde. Mais pourquoi lancer des entreprises de déstabilisation de la filière nucléaire française? Pourquoi soutenir des fondations qui, en France, ont fait un travail
pour miner l'image de l'énergie nucléaire française. Pourquoi ne pas se contenter de se suicider de manière énergétique? Alors, pourquoi nous emporter avec? Tout simplement parce que là, on est, hélas, dans une vieille histoire, qui est l'histoire des rapports de force entre puissances, qui ne s'est pas arrêtée en 1945, qui continue jusqu'à aujourd'hui, et que pour l'Allemagne, il est impensable d'avoir à ses côtés un pays qui va avoir une politique énergétique qui va se renforcer, parce que si on n'avait pas cassé les reins de l'industrie nucléaire française, notamment dans les progrès technologiques qu'elle voulait accomplir avec un certain nombre de projets qui ont été sabordés dès l'époque de Lionel Jospin, mais aussi après, hélas, par des... Comme le Super Phénix. Par exemple, mais aussi, hélas, par des gens de droite qui ont largement été à la manœuvre pour poursuivre cette politique de sabordage sur ce que le nucléaire voulait faire pour réduire les problèmes de déchets, pour faire muter l'industrie nucléaire, pour pérenniser son savoir-faire. Parce que n'oublions pas que le sabordage, c'est pas simplement abandonner des projets sur des nouvelles technologies et de la recherche-développement, c'est commencer à casser la mémoire de transmission du savoir, les filières qui étaient absolument indispensables pour faire en sorte que l'industrie nucléaire reste performante et ne pas arriver à tous les problèmes qui ont été révélés au cours de ces dernières années d'entretien de centrales, d'arrêt de centrales et surtout de découverte qu'on a perdu des savoir-faire. On doit réinventer le fil à couper le beurre, pour reprendre cette expression, avec des choses mais complètement hallucinantes. C'est l'opinion publique française, si on lui mettait sous les yeux les conséquences de décisions qui ont été prises avec, je ne vais pas rouvrir le dossier EPR, je ne vais pas aller sur le dossier qui nous mène en ce moment à une catastrophe financière dans les négociations avec les Britanniques sur les EPR qu'on leur a vendus et sur les dérives financières qui en découlent dans la réalisation, tout simplement parce qu'il y a notamment la disparition de savoir-faire sur des logiques au niveau des soudeurs, par exemple, qui est un métier hyper stratégique dans l'ingénierie du nucléaire, et qu'on est obligé de réinventer à bas bruit en catimini, tellement c'est aberrant d'avoir arrêté ça. Tellement c'est aberrant d'avoir arrêté ça. C'est-à-dire que nous sommes à peine aujourd'hui, et heureusement qu'il y a les débats et qu'un certain nombre de personnes portent une certaine parole par rapport à ça, mais on a soulevé que quelques pourcents du problème, si on faisait, comme ça se fait, un audit de que s'est-il passé, quelles ont été les erreurs commises, à quel moment, quelles ont été les conséquences de telles erreurs prises par telle personne, sous tel gouvernement. Cet audit-là, vous avez bien compris qu'on ne l'a pas sous les yeux. Et ce n'est pas la Cour des comptes qui l'a réalisé pour l'instant. On ne l'a pas. Mais si on l'avait sous les yeux, mais la classe politique serait en ruine. En ruine. Et quand je dis la classe politique, c'est l'ensemble de la classe politique. En ruine. Parce qu'on aurait là une démonstration tellement probante de deux choses. Un, la classe politique française a laissé faire l'Allemagne. Je répète, la classe politique française a laissé faire l'Allemagne. Pourquoi ? Ah ben ça, c'est la question essentielle. Pourquoi la classe politique française a-t-elle laissé faire l'Allemagne ? Là, je pense qu'il faut rentrer dans un autre périmètre, qui est le fonctionnement de l'Europe, qui est la manière dont on opère des compromis, c'est bien ça dont il s'agit, et si la classe politique française de gauche puis de droite a laissé faire l'Allemagne, c'est parce que les compromis qui ont été passés, donc si je prends les ordres de grandeur,
c'est que on mettait en avant d'autres sujets considérés comme plus importants pour laisser tomber les autres. Alors, vous allez me dire quels sont les autres sujets. Il est clair que là, on voit apparaître un acteur dont on ne parle pas, mais qui est un acteur essentiel pour essayer de comprendre tout ça, c'est le rôle des États-Unis d'Amérique par rapport à l'Union européenne. Et c'est la manière dont est structurée la feuille de route américaine sur son pilotage indirect de l'Union européenne. Et là, les ordres de grandeur pour les États-Unis d'Amérique, c'est pas l'avenir de l'industrie nucléaire française, ou c'est pas d'interférer pour essayer de recaler le couple franco-allemand, entre guillemets le couple franco-allemand, pour qu'il y ait une cohérence. Donc notez bien au passage que les États-Unis n'ont pas bougé d'un millimètre quand ils ont vu l'Allemagne passer un accord bilatéral avec la Russie. Ils ont laissé faire. Alors qu'ils auraient pu quand même se dire, là il y a une brèche qui apparaît, soyons clairs là-dessus, et ça va fragiliser l'Europe, et nous, alliés de l'Europe, d'accord, nous allons quand même glisser dans l'oreille du président de la République française ou du chancelier allemand en poste au moment où ça s'est décidé, que c'est pas une très bonne chose, que ouvrir une telle brèche par rapport à la Russie, devenir dépendant de cette manière, c'est une faiblesse. J'ai pas vu bouger les États-Unis là-dessus d'une seconde. Donc j'en reviens à votre question. Les intérêts supérieurs sur les compromis, c'est quoi? Les États-Unis, à l'époque, cherchent à piloter un monde qu'ils régulent. C'est leur objectif. Et pour piloter un monde qu'ils régulent, on va avoir un discours totalement tourné sur le marché, sur le rôle de la finance, et on va évacuer au maximum tous les autres problèmes qui peuvent interférer avec ça. Et notamment c'est, mais au fait, attendez, on arrête la bobine là, comment ça évolue le rapport entre la Chine et les États-Unis? Et là, il faut voir arriver un Donald Trump qui renverse partiellement la table et qui dit « stop ». Lui, il arrête la bobine. Il n'y a pas que cet espoir de finaliser un marché mondial que nous téléguidons et dont on construit peu à peu l'architecture, parce qu'il y a quand même là des éléments qui remettent tout ça en cause, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée en puissance des BRICS, la prise de parole de pays du Sud qui disent « ça suffit », la mainmise du monde occidental sur la structuration de l'organisation économique du monde, eh ben on commence à être de moins en moins d'accord avec ça. Donc là, il y a quand même des signaux qui apparaissent, et puis il y en a un qui devient prédominant dans la conduite des affaires américaines, c'est qu'il y a la vieille Amérique, la vieille industrie, et là, Trump s'intéresse à ça, et puis il y a les autres, la nouvelle Amérique, le monde de la Silicon Valley, qui ne s'intéresse plus à l'ancien, et qui ne pense qu'à sa propre logique de puissance. Et là, on est plus dans le monde immatériel que dans le monde matériel. Et donc, j'en reviens à la case départ. Pendant très longtemps, jusqu'à Trump, les États-Unis estimaient que la priorité numéro 1, c'était un discours sur le marché et la finance. Et l'Union européenne s'est complètement alignée là-dessus en se réappropriant pour elle-même l'organisation du marché intérieur de l'Europe, la mise en avant de l'ouverture à la concurrence, la déstructuration des structures étatiques ou para-étatiques qui donnaient à chaque État membre encore une marge de manœuvre
pour son propre avenir, d'accord? Donc ça a fonctionné jusqu'à Obama. Obama, c'est déjà un premier parasitage, parce qu'Obama, n'oublions pas que par le traité transpacifique et le traité transatlantique, c'est 2 points d'arrêt pour dire « sans la Chine ». Donc c'est une manière de dire « on va continuer à réguler la construction du commerce mondial, mais on va commencer petit à petit à mettre la Chine sur la touche ». Et puis arrive Trump, où là, c'est encore plus radical. Et Biden, vous l'avez bien noté, ne remet pas en question, finalement, la manière de repositionner tout ça, c'est-à-dire on ne peut plus faire l'impasse aujourd'hui sur l'importance des différences, pour dire plus que les différences, des enjeux de puissance, notamment entre les États-Unis et la Chine. Et c'est officialisé tout ça, c'est-à-dire que lorsque sous Biden, on dit on va rajouter un mot dans le pilotage officiel des États-Unis dans leur approche de la politique mondiale, c'est le mot affrontement. Avant, il y a coopération, développement, il y a ces mots-là. Donc ça reste dans le politiquement correct tel qu'on l'a vécu et auquel on a été biberonné, passez-moi l'expression, depuis des dizaines d'années. Et là, subitement, on parle d'affrontement possible. Et l'affrontement, c'est pas un clash au G7 ou un incident dans les discussions de Davos. L'affrontement, c'est l'affrontement politico-militaire avec toutes ses conséquences. Donc, à partir du moment où il y a ces fissures, et ça correspond au niveau des dates, le pouvoir politique français qui avait laissé faire jusqu'au début du premier mandat Macron, en 2020, voit subitement, et c'est toujours surprenant ça, un changement dans l'opinion publique. Ça a été dit, je réinsiste sur ce point, l'opinion publique française, sondée bien sûr, s'interroge sur l'avenir de l'électricité intermittente, donc ce qu'on a appelé les énergies renouvelables, donc le risque d'apparition des pannes d'électricité, chose qui avait globalement disparu depuis longtemps en France, et deuxièmement, avant la guerre en Ukraine, 2020, sur le prix de l'énergie. Et là, du côté de M. Macron et de ses conseillers, il y a une lumière qui s'allume en disant « Attention, s'il y a un renversement d'opinion de ce type en France, ça aura à terme une traduction électorale. » C'est intéressant ce que vous dites. Avant de revenir sur la Chine, puisque vous l'avez évoqué, mais on reviendra là-dessus, sur cette question de l'opinion publique, je me souviens que dans les auditions, alors je ne sais plus si c'est devant le Sénat ou l'Assemblée nationale, Nicolas Sarkozy qui était auditionné, on lui avait posé la question, mais pourquoi cette unanimité sur le nucléaire? Et sa réponse, en tout cas moi m'a étonné, a consisté à dire l'opinion publique n'était pas prête. J'ai trouvé ça étonnant pour un choix aussi stratégique que de s'en remettre au sondage du jour. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est habituel? Puisqu'on voit des conséquences encore aujourd'hui quand même. Mais bien sûr, mais je crains hélas que ce soit la réalité. Quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de prise de position du monde du nucléaire pour dire non, on ne va pas s'aborder ça et on va vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire, pas plus qu'il n'y a eu une prise de position, parce que je tends vraiment l'oreille de ceux qui étaient aux commandes à l'époque où on voyait justement le bateau qui commençait à sombrer sur ce terrain-là, qui auraient, je le répète, pu dire ce qu'ils disent aujourd'hui.
Pourquoi ils ne l'ont pas fait à ce moment-là? Vous savez, ça, on dit très souvent pour des généraux qui ont quitté l'armée d'active et qui sont dans le cadre de réserve, ils prennent la parole aujourd'hui, et quand ils étaient aux responsabilités, ils ne disaient rien. Mais c'est la même chose dans le secteur civil, et en particulier dans le domaine du nucléaire. Il y a eu un silence radio total, et ce que vous dites au niveau de l'opinion publique, eh bien finalement, c'est ça qui est quand même sidérant, c'est qu'il faut qu'il y ait cette menace qui apparaît, qui sort alors de nulle part. Non, elle sort pas de nulle part. C'est là où c'est intéressant d'avoir un peu une mémoire opérationnelle. Moi, je me souviens qu'EDF, la direction de la communication d'EDF, à la fin des années 90, a fait faire un sondage d'opinion sur à la fois son personnel, les retraités, et sur des couches très précises. Ça représentait plusieurs centaines de milliers de personnes. D'accord ? Fin des années 90 et début des années 2000. Le résultat du sondage, jamais communiqué par EDF, c'était que le mot indépendance, dans l'esprit des Françaises et des Français, était associé à l'industrie nucléaire et à l'énergie. Alors là, on était très loin du mouvement émergent des Khmers verts, comme certains les appellent, ou des rentes de situation d'écologistes, comme d'autres le constatent, etc. Et ce qui était devenu, par la suite, une bulle du politiquement correct, avec des gens dissidents à l'école des mines, des gens qui vont de Paris, qui vont faire carrière au nom de cela, en trouvant qu'il y a là des perspectives de positionnement très intéressantes, qui vont noyauter le ministère de la Transition écologique, qui vont même arriver au sein du CEA en ayant des postures anti-nucléaires au sein du CEA, d'accord ? Donc là, on a eu c'est complètement dingue, là. On a eu un trou noir qui dure encore, d'accord ? Qui se fragilise, heureusement. Mais tout ça pour dire que le problème, c'est que s'il n'y avait pas eu ce thermomètre de l'opinion publique qu'on a masqué dans un premier temps avec ce fameux sondage, c'est quand même extraordinaire que l'opinion publique française, la seule légitimité qu'elle accorde au mot indépendance en priorité, elle ne va pas parler d'armée, elle ne va pas parler de diplomatie, elle va parler d'énergie. Et ce sondage-là, on l'a mis dans les oubliettes. Eh bien, 2020, donc 20 ans après, l'opinion publique se remanifeste. Nouveau sondage. Vous ne l'avez pas vu apparaître, ce sondage? Enfin, moi, je ne l'ai pas vu apparaître en 2020. Non. Mais il est à l'Élysée et à la Matignon. Et là, on se dit, oula, danger. Et c'est là où, effectivement, en parallèle, nous, microstructure, goutte d'eau dans l'océan, école de guerre économique, on s'automissionne pour faire un rapport qui s'appelle « J'attaque », où on dit, il est grand temps de construire une grille de lecture sur l'Allemagne pour expliquer ce qui se passe. Tout ce qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure. On va revenir dessus. Et le deuxième rapport dont vous avez parlé, il n'est pas normal que l'Allemagne mène des actions d'ingérence sur territoire français par le biais de fondations qui donnent de l'argent à des mouvements de la société civile, à des écologistes français, une fois de plus, et qu'on la laisse faire, sans réagir. Est-ce qu'on savait? Est-ce que les services savaient? Alors, là, vous posez une question qui est très importante, parce que j'ai cru comprendre, au cours des années 90, dans la réorganisation de l'orientation des missions des services de renseignement, que travailler sur l'Allemagne n'était plus du tout une priorité. Il y avait le couple franco-allemand, il y avait le discours dominant, il y avait l'ère maastrichtienne et post-maastrichtienne qui a façonné les esprits, y compris dans le monde du renseignement français.
Et le monde du renseignement français, il répond aux ordres que lui donne le politique. Et le politique français, durant toute cette période, pas une seule fois, son réflexe a été de dire « j'ai besoin de savoir ce qui se passe de ce côté-là ». Alors ça a changé récemment, enfin. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron a enfin compris qu'il était sur un siège éjectable électoral à cause du problème de l'énergie et qu'il fallait changer de posture, là, effectivement, on a commencé à changer des têtes. On a commencé à remettre un peu d'équerre au sein de l'appareil d'État pour que l'industrie nucléaire ne soit plus quelque chose à bannir, mais qu'elle redevienne un enjeu stratégique. Donc là, l'État sait redevenir soviétique, d'accord? Et là, il y a des têtes qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. On est encore dans cet élan-là. Mais notez bien que le mal est allé tellement loin dans le politiquement correct, écolo, Khmer vert, anti-nucléaire, etc., que c'est une guerre de longue haleine pour reprendre des positions. Cette guerre est en train d'être menée, enfin. Oui, on voit apparaître, enfin, un comité stratégique militaire et civil sur le nucléaire. Et j'espère que ça ne sera pas un comité Théodule, que ça va être vraiment un comité qui grave dans le marbre et pour une période qui ne soit pas de court terme, des axes avec des prises de décision, y compris sur la relance de R&D dans le domaine nucléaire et de choses de ce type. Non, mais c'est espérons en tout cas qu'il y ait des évolutions dans ce sens. Je voulais revenir sur ce que vous indiquiez tout à l'heure, cette vision du monde, ces structurations organisées autour du marché, évacuant toute analyse de la conflictualité dans les rapports marchands, et donc une vision du monde promue par les Américains et reprise bien volontiers par les Européens. Nord Stream. J'aimerais vous parler de Nord Stream. On ne sait officiellement pas, toujours pas, qui l'a fait exploser. On a le fameux et grand journaliste Seymour Hersh qui explique que ce seraient les services américains. Bon, admettons. Si c'était le cas, est-ce que cela voudrait dire que les Américains se sont réveillés, comme vous l'expliquiez, par rapport à leur vision un peu angélique du marché, pour quelque part se lancer dans des actions est-ce qu'on peut y voir une forme de guerre économique derrière l'explosion de ce pipeline? Alors oui, je crois que les Américains ont été obligés de se réveiller. C'est-à-dire que l'espèce de grand rêve que le monde allait évoluer pacifiquement et qu'on allait basculer du monde matériel vers le monde immatériel et que le marché allait être d'autant plus le guide avec tous les éléments financiers derrière pour continuer à structurer l'évolution des pays et de la vie des populations et de leur comportement, ça, c'est fini. Il y en a encore qui sont dans cette bulle, d'accord? Dans la Silicon Valley, il y a des gens qui s'accrochent au mât du radeau de la Méduse en espérant que ce cap soit maintenu et avec vraiment beaucoup d'efforts pour que ça soit bien dans cette direction et pas dans une autre. Mais heureusement, ils n'ont pas tout le pouvoir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, sur l'affaire Nord Stream, là, il y a eu un changement. Et sur qui a fait quoi? Enfin, la Suède est en train de se ridiculiser aux yeux du monde en disant « Ah ben, on ne sait pas qui c'est, donc la justice suédoise jette l'éponge. » Non mais attendez là, ils ont besoin de quoi les Suédois? De PO, de dopage intensif pour réactiver leurs neurones. Enfin là, on est dans la comédie humaine la plus pitoyable qui soit. La Suède jette l'éponge parce qu'elle sait très bien que si elle instruit
elle aboutira à la même réponse que le journaliste que vous avez cité. Et là, ça va poser un méga problème. Donc, on n'en parle pas. C'est pas parce que la Suède se ridiculise aux yeux du monde qu'on ne va pas en parler. Ça reste un problème. Car aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, et c'est là toute la difficulté d'ailleurs, c'est que vous savez très bien qu'il n'y a pas que les Américains pour faire des coups fourrés. Enfin, les Russes sont devenus très actifs. Je crois, et j'ai entendu dire que M. Macron a pété un peu les plombs il n'y a pas longtemps, parce qu'on en a ras-le-bol que la Russie, notamment par le biais de ses services de renseignement, se sente les coudées si larges pour attaquer par l'information tout un tas d'intérêts, et notamment l'armée française, et qu'on ne répond pas. Enfin, quand j'entends des communications gouvernementales pour dire que l'affaire des puces de lit est une affaire montée en épingle par le biais notamment du renseignement russe, alors là on pourrait en sourire, mais là où je souris plus, c'est quand on me dit que toutes les attaques par chantage sur les hôpitaux en France sont d'origine russe. Ah, là, je rigole plus du tout, là. Et je me dis, mais alors on laisse faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça, je ne le savais pas. Il y a un soupçon très fort sur... parce qu'on a eu beaucoup d'attaques. C'est ce que j'entends dans certains milieux. Alors évidemment, il faut raison garder, il faut documenter. Mais moi, j'attends justement la documentation. C'est-à-dire, ou c'est une rumeur, ou c'est une fake news, ou c'est une désinformation orchestrée pour... Mais si ce n'est pas le cas, alors là, on regarde passer les trains. Donc Macron a pété les plombs. Donc la question aujourd'hui, c'est pas de regarder passer les trains et écrire des jolies notes en disant « Ah, on a vu ça, ok, c'est bien de le faire. » Mais comment on contre les Russes? Comment on contre les Russes? Et je ne vous cache pas que sur ce sujet-là, quand on ouvre ce petit volet des problèmes, la plupart sont copie blanche. Alors, pour aborder ce sujet, pour creuser un petit peu, je vais me permettre de faire un petit détour académique, mais vous qui êtes directeur d'école, vous êtes la personne parfaite à qui poser cette question. Aujourd'hui, quand on regarde la manière dont est enseignée la science économique, l'économie politique, comme on dit, dans les écoles de commerce, dans les IEP, donc dans les institutions qui préparent au concours, qui forment nos dirigeants, n'est-ce pas, que ce soit l'ENA, enfin ça ne s'appelle plus l'ENA maintenant, ou autre, le logiciel de ces enseignements, c'est celui que vous décrivez, qui est post-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on ait une analyse du marché, de la macroéconomie, de la microéconomie, un peu comme si le marché était une sorte de machine bien huilée où il fallait rajouter de l'huile d'un côté, en enlever d'un autre pour que ça roule plutôt bien. Mais on n'a pas d'analyse de la conflictualité. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie des fondamentaux académiques que l'on enseigne à nos futures élites. Ça n'en fait pas partie. Non, et c'est le problème fondamental. Ce qui est terrible, ce que je vais dire est terrible. Pour faire bouger la pensée de Sciences Po Paris, pour faire bouger la pensée de l'INSEAD, pour faire bouger la pensée du MEDEF, pas le MEDEF international, du MEDEF national, il faut qu'on en arrive à une attaque nucléaire tactique quelque part. C'est ce choc-là, et seulement ce choc-là, qui va faire bouger ce torrent de certitudes, d'eau saumâtre accumulée depuis des dizaines d'années et qu'on ne remet pas en question. Enfin, comment une seconde peut-on raisonnablement aujourd'hui voir le monde en écoutant la masse de sons de cloche soporifiques sortis
par Davos et la rente de situation suisse sur « Dormez bien, braves gens, le monde évolue tranquillement ». Non mais, faut arrêter quoi. Davos, faut que ça s'arrête. Je pense que Davos doit se reconvertir comme une filière de Disneyland. Ça serait beaucoup plus pertinent, réaliste. Enfin, je veux dire, le jour où le président chinois est venu à Davos en se présentant comme un des défenseurs du libre-échange, ce jour-là, et que le public en face, cette jet society, gorgée de petits fours, n'a pas vomi à l'écoute de cette énormité. Enfin, le président d'une dictature communiste vient propre devant tout le monde, avec un sourire légèrement plâtreux, nous dire « Je suis le défenseur du libre-échange ». Et en face, on a le public, Sciences Po, INSEAD et compagnie, enfin tout ce marécage de la pensée stratégique qui applaudit en disant « Ouf, la Chine est dans le droit chemin de la régulation du monde ». La Chine est dans le droit chemin de la régulation du monde, mais on va aller faire un petit tour sur les chantiers navals chinois, sur la construction et la montée en puissance de l'effort de guerre militaire, sur tous les rapports de force qui sont en train d'apparaître ici et là, et on garde le cap en disant « Mais non, tout va bien, tout va bien ». Le problème, effectivement, c'est le transhumanisme, c'est l'évolution de la sublimation de l'être humain, c'est le genre, c'est... Enfin, je vous fais la liste. Et là, je me dis, mais je me suis trompé de salle de cinéma, là. Je suis pas dans la bonne salle. Elle est où, la bonne salle? Donc, oui, il y a un problème majeur à Sciences Po Paris, à l'INSEAD, à HEC et dans les écoles équivalentes, c'est qu'ils ne veulent pas changer de matrice. Et ils s'accrochent en disant « tout ça sont des épisodes, on va les dépasser et le fleuve va retrouver son lit ». Eh ben non, malheureusement non. Et c'est là qu'il y a un problème. Alors moi là-dedans, je ne suis, je le répète, qu'une petite goutte d'eau qui ne compte pour rien. J'ai au moins le mérite d'avoir créé depuis 27 ans cette goutte d'eau qui existe et qui est complètement à contre-pied de ça. Alors au début, on nous prenait pour de gentils rêveurs. Aujourd'hui, on agace un tout petit peu à la marge. Croyez-moi, la Jet Society de Davos me fait vomir. C'est pas mon monde. Ça ne sera jamais mon monde. Et ça ne sera jamais mon monde parce que je ne supporte pas que, à ce point, on nous raconte des histoires. Aujourd'hui, on a la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on a tous les périmètres de plaques tectoniques en Afrique qui sont en train de se fracturer. Aujourd'hui, on a ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Car je suis désolé, c'est pas cool ce qui est en train de se passer aux États-Unis d'Amérique. Ce qui se passe en Amérique latine, etc. Et il y en a qui arrivent, comme M. Musk et toute sa clique, pour nous dire « Mais c'est pas le problème. Tout va bien, les gars. Mettez des trucs pour regarder en 3 dimensions. Améliorez votre secteur d'écoute sur votre smartphone. Tout va bien. » Ah ouais? Non. Faut arrêter cette petite sornette. Et le débat est là, et vous avez bien compris que ce que je suis en train de vous dire, mais ça passe comme un mirage de mille au-dessus de la tête de tous ces gens-là. Ça ne compte pas. C'est pour ça que j'espère qu'il ne va pas falloir en arriver un jour au choc. Moi, j'aime bien Ken Follett, c'est un très bon auteur. Le dernier livre de poche qui vient de sortir se termine par une confrontation nucléaire entre la Chine et les États-Unis. Alors j'espère que Ken Follett a tout faux, franchement. Mais j'ose espérer qu'il ne faille pas en arriver là. Et ce jour-là,
je peux vous assurer que la haine, pas la haine, le film, le microcosme banlieusard, non. Je dis, mais là, ça sera dur, la sentence. Et alors, pour faire écho à ce que vous dites, puisqu'on parle de libre-échange et de conséquences, comment est-ce que vous analysez cette décision que certains jugent étrange de supprimer les droits de douane pour le marché agricole ukrainien, ce qui, par voie de conséquence, nous amène aujourd'hui à avoir des mouvements d'agriculteurs français, mais pas qu'en France d'ailleurs, qui crèvent la gueule ouverte, il faut le dire, et qui en sont réduits aujourd'hui, alors que la France c'est quand même une terre agricole, culturellement, historiquement, qui aujourd'hui en sont réduits à faire des actions violentes. C'est-à-dire qu'on a eu une séquence gilet jaune, avant ça on a eu la séquence bonnet rouge, on a eu une séquence banlieue aussi, pour d'autres raisons. Là, on a une séquence agriculteur. À quoi jouent nos dirigeants ? Est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper, parce que je rappelle quand même quelque chose sur l'Ukraine, pour que l'auditoire puisse bien comprendre. L'Ukraine, c'est le pays européen avec le plus de terres cultivables. En termes de surface agricole, c'est celui qui en a le plus. Avec des terres qui, en plus, sont extrêmement fertiles et un salaire moyen qui doit être de quelques centaines d'euros. Donc on sera jamais compétitif, nos agriculteurs seront jamais compétitifs face aux Ukrainiens. C'est clair. Pas besoin d'une boule de cristal pour le savoir. Donc qu'est-ce qui nous a pris de... Est-ce que c'est encore une fois une question de candeur, de se dire, après tout, la libre concurrence, ça, c'est génial, ou est-ce qu'il fallait absolument, puisqu'on n'arrive pas à livrer suffisamment d'armes à l'Ukraine, il faut lui acheter ses poulets? Qu'est-ce que... On en revient en fait à tout le fil de la discussion qu'on a depuis le début. C'est-à-dire que si on n'a pas un pouvoir politique qui a une grille de lecture, qui fait la part des choses, c'est-à-dire on peut soutenir l'Ukraine militairement en considérant que la Russie n'avait pas à envahir une partie de son territoire. Mais ce n'est pas parce qu'on peut soutenir militairement l'Ukraine qu'il faut s'aborder stratégiquement le socle de notre économie en termes d'agriculture, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est un peuple sur un territoire, c'est son devenir, donc c'est la résilience. L'indépendance, non, aussi. C'est bien entendu comment ce peuple ne doit pas être dépendant sur un élément majeur qui est son alimentation, alors que la France, mais depuis ses origines, ce qui la distingue d'énormément de pays, c'est ce facteur chance extraordinaire de ses ressources agricoles, de ses capacités de production, etc. Donc ça, qu'est-ce qu'on demande aux politiques? Qu'est-ce que les citoyennes et les citoyens français devraient exiger du politique? C'est la capacité de prendre en compte ces différents éléments et non pas d'arbitrer, mais de dire aux Ukrainiens, on peut vous aider militairement, mais on ne va pas s'aborder notre agriculture. C'est pas possible. D'autant plus que, quand on regarde... Alors pourquoi ce choix étrange? Quelle est votre analyse tout simplement parce que je pense que la grille de lecture à laquelle je fais référence n'existe pas, qu'il faut la reconstruire. Ça rejoint la question que vous posez par rapport à la matrice de l'enseignement supérieur sur les élites, etc. Il faut savoir piloter sur les deux terrains. Et ça ne veut pas dire avoir des positions contradictoires. Ça veut simplement dire non, je ne soutiendrai pas l'Ukraine en détruisant une partie de l'agriculture française. Parce que c'est du suicide. Et on ne rend pas service à l'Ukraine non plus. Mais en ouvrant ce dossier-là, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire, mais c'est quoi l'agriculture ukrainienne? Qui la possède? Dans quel jeu stratégique elle rentre? Les grands groupes qui sont en partie corrompus et mafieux, qui sont
à la tête du système de l'agriculture ukrainienne, je les resitue dans quoi? C'est simplement de la corruption et derrière du marché, etc., ou c'est un peu plus compliqué? Et si je commence à creuser davantage, quand je discute, moi, avec un de mes étudiants anciens qui travaille dans une société de courtage sur les matières premières agricoles, et qui me dit, depuis la guerre en Ukraine, 50% de l'activité agricole mondiale est complètement liée aux enjeux spéculatifs des fonds anglais et américains, je répète, des fonds anglais et américains sur l'activité du courtage, donc sur la spéculation autour des matières premières agricoles. Donc ce fil-là, que pour l'instant pas grand monde ne tire, y compris dans le monde agricole français, je pense qu'il serait grand temps que le monde agricole français commence à regarder au microscope électronique ce qui se passe du côté de l'activité des fonds anglais et américains sur le courtage des matières premières agricoles, sur leur fonctionnement, sur ce qui est éventuellement un jeu d'inflation fabriqué à travers ce fonctionnement. Là, je pose les questions. Là, je demande documentation. Je demande réponse. Car si on découvre que ce marché-là, qui est en hausse très forte, qui interfère sur le problème de l'alimentation mondiale, moi, en tant que personne qui travaille sur l'intelligence économique, les questions que je pose, c'est ce marché-là, comment est-il en train d'évoluer? En France, il y a à peu près 1000 courtiers ou traders qui travaillent sur ça. Un secteur très peu connu, mais très discret. C'est un angle mort. Et vous savez, la grande faiblesse de ce système, c'est qu'il n'aime pas la lumière. Et moi, parmi d'autres, mon travail, c'est d'éclairer, et on va le faire. C'est-à-dire les fonds anglais et américains qui travaillent dans l'ombre et qui se frottent les mains des bénéfices. Ce n'est pas le problème qu'ils fassent des bénéfices, n'importe qui peut faire des bénéfices. Mais à quel prix? Et surtout, et c'est là où moi ça m'intéresse, s'ils interfèrent de manière majeure sur la régulation du marché agricole mondial. Parce que derrière, il y a l'alimentation. Et là, une des pistes du travail du centre de recherche 451 de l'EGE qui existe depuis 2 ans, c'est de voir s'il y a un lien entre la food tech et ça. Lequel? Et on va vers quoi? Vous parlez du centre, vous avez un centre de recherche dédié à ça au sein de l'école de guerre économique. Tout à fait. Ok, c'est très intéressant. Bon, on pourra rappeler aux auditeurs. C'est un sujet, on n'a pas le temps d'en parler, mais en tout cas, on est au début. La piste est lancée. On est au début de la documentation. On ne sera pas les seuls à travailler dessus. J'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir des étudiants venant d'AgroParisTech, qui est plus sur la ligne Sciences Po Paris, mais c'est quand même AgroParisTech, c'est quand même de la compétence, c'est quand même des gens qui travaillent sur ces questions-là. Donc la piste est lancée et on va travailler sur cette piste. Très intéressant. On n'aura peut-être pas, bon, de toute manière, vous travaillez dessus, mais on vous réinvitera avec plaisir pour creuser le sujet, mais on se rappellera en effet qu'il y a quelques années, il y avait eu des famines en Afrique en raison non pas d'un manque comment dirais-je, de denrées, mais à cause de spéculations pilotées par des banques d'affaires et des fonds. Donc, en effet, c'est un sujet qui n'est pas à sous-estimer. Et en parlant de sujet européen, c'est peut-être le dernier sujet européen dont on traitera ensemble, mais moi, je voulais qu'on discute un petit peu de l'affaire Atos, parce que c'est une affaire qui n'en finit pas de faire du bruit. Je pense que c'est un côté peut-être un peu technique et je crois que
les salariés et puis les citoyens français ne se rendent peut-être pas compte, mais je vais quand même rappeler quelques éléments sur Atos. Atos est donc créé en 1997 et fait partie des 10 plus grandes ESN, donc entreprises, on va dire, dans la transformation digitale, au niveau mondial. Les 10 plus grandes, et c'est une entreprise française pour l'instant, avec un chiffre d'affaires annuel qui est dans les 11 milliards d'euros depuis 2019, 110 000 employés répartis dans 73 pays, c'est énorme. Oui. C'est un fleuron français qui est en train d'être démembré suite à pas mal d'erreurs stratégiques que j'aimerais bien peut-être que vous nous expliquiez. Qu'est-ce que ça dit de nous, je veux dire, EDF, Atos, on peut penser à d'autres. Qu'est-ce qui se passe avec les fleurons français? Alors, on revient encore une fois, je suis désolé d'utiliser l'expression, mais à une grille de lecture. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on estimait que le travail était fait à partir du moment où les fleurons avaient été créés. Et ce qui est vrai. Ce qu'on a un peu oublié, c'est que ce n'est pas simplement en créant des fleurons que la stratégie, très naturellement, va se dérouler avec succès. Là, sur l'affaire Atos, on est typiquement, elle révèle un problème qui est, mais quel est le périmètre stratégique dans le domaine du monde immatériel que la France doit absolument penser politiquement et ensuite par le biais de l'appareil d'État dans les décisions prises et en parallèle, et là c'est très compliqué, comment le pouvoir politique peut-il imposer à un certain monde privé que dans certains domaines, l'intérêt supérieur de la puissance française l'emporte sur les intérêts privés. Alors, soyons clairs, le premier à s'être brisé les dents sur ça, c'est Charles de Gaulle face à M. Ambroise Roux, patron d'un des plus grands groupes français du début des années 60, la CGE, et M. Quatrepoint, paix à son âme, brillant journaliste français, que vraiment je respecte beaucoup et dont les écrits ont été déterminants sur cette question-là, puisqu'il a écrit sur le sujet, mais c'est pratiquement un des rares à avoir osé le faire ou eu l'idée de le faire. Aujourd'hui, on en est exactement au même point. C'est-à-dire pour tordre le bras du PDG d'Orange, pour tordre le bras d'un certain nombre de patrons en leur disant là, je ne parle pas d'intérêt national, je parle d'intérêt de puissance. Parce que même si la France s'est atrophiée, elle reste une puissance. Et la grille de lecture puissance, c'est celle qu'on enseigne à l'école de guerre économique. Qu'est-ce qu'une puissance? Qu'est-ce qu'une politique d'accroissement de puissance par l'économie, etc., etc. Sur ce terrain-là, le général de Gaulle a été battu par des grands patrons à propos de l'industrie informatique, à propos de sa vision stratégique qui allait sur des logiques de conquête de marché aussi. C'était pas simplement l'indépendance, c'était pas simplement Bull, Honeywell Bull, la C2I, etc. Non. C'était vraiment, De Gaulle était un stratège. On l'a un peu oublié, y compris en géoéconomie. Il savait quel était le prix à donner à la recherche de puissance, même si ce terme, il l'utilisait peu, plutôt sur la puissance du feu nucléaire, et sinon il parlait de grandeur, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Aujourd'hui, on en est à la case départ. C'est-à-dire qu'il est clair que Atos met sur la table le problème de quelle est la part de la France en termes de réflexion et d'action sur tout ce qui touche les technologies de l'information, sur tout ce qui touche le cyber, affectant la vie du citoyen, que ce soit par la carte vitale ou je ne sais quoi. Enfin, quand je vois la CNIL
pauvre CNIL, qui reconnaît qu'on peut donner à Microsoft les données de santé. Mais la CNIL est morte. Je ne sais pas si les gens de la Commission nationale informatique et liberté ont conscience que, en reconnaissant qu'ils faisaient ça, ils se sont suicidés. Quelle est la légitimité de la CNIL qui ne va pas sur ce périmètre-là? C'est-à-dire, non, il n'est pas possible de donner à Microsoft les données de santé publique, car dans le monde immatériel, c'est un enjeu stratégique majeur des data, de la création d'activités, de la liberté du citoyen, de la manière dont on structure la pensée collective d'un pays. La CNIL, en faisant ça, a démissionné sur une de ses missions majeure qui est de protéger la citoyenne et le citoyen français sur ses données personnelles. Exit la CNIL. On rappellera sur ce sujet pour que les auditeurs puissent bien comprendre que depuis quelques années, un projet de mise sous cloud des données médicales françaises est en discussion avec Microsoft. Et en l'occurrence, en effet, comme vous l'expliquez bien, la CNIL a validé au regard du RGPD, avec une argutie juridique qui lui est propre, la possibilité voilà, que cela se fasse. Et en effet, des experts en guerre économique et en intelligence économique comme vous, évidemment, se sont élevés contre cela, mais aussi, et on l'a beaucoup vu chez Risque Intel Média, des professionnels de la cybersécurité, tout simplement, bien sûr, qui ont vu une fuite légale, de données ultra sensibles des Français, puisque connaître l'état de santé de 65 millions de personnes, c'est quand même, voilà, c'est avoir accès à une information plutôt très, très, très stratégique, quoi. Oui, et surtout quand on voit toutes les logiques marchandes Et en plus de cela, qui sont en train de se construire. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on en revient toujours à la même chose. La CNIL va se dire « Ah oui, mais nous, c'est le RGPD, on ne va pas plus loin. » Mais dans ce cas-là, il y a un problème, les gars. Mais il faut bien avouer... Alors, je vais me faire l'avocat de la CNIL, mais je ne suis pas certain que la grille de lecture, on en revient à la grille de lecture, en termes de puissance ou de souveraineté, fasse partie du RGPD. Non, pas du tout. Mais ce qui m'interpelle, rappelez-vous ce que j'ai dit il y a quelques instants sur la prise de position des gens du nucléaire qui auraient pu parler haut et fort quand ils ont constaté ce qui était en train de se passer. Là, c'est pas parce qu'on est à la CNIL qu'on va jouer les Ponce Pilate. La CNIL, elle n'est pas destinée à être Ponce Pilate, la CNIL. La CNIL, elle peut dire, OK, j'ai une lettre de mission, voilà mon terrain, je la respecte, mais je tiens quand même à souligner qu'il y a un problème majeur, c'est-à-dire que le cloud, c'est un enjeu essentiel de l'évolution du monde immatériel, qu'il ne faut pas voir ça que sous l'angle de la RGPD, qu'il faut voir ça aussi sous d'autres angles, sur les enjeux de conquête, de puissance, de finalité de l'information. Et on sait très bien, à l'école de guerre économique, on a des étudiants qui nous le disent, qui nous remontent l'information, qu'on met les miettes sous le tapis. Je l'ai dit une fois, je le répète, quand un jour j'ai eu une étudiante en exécutif qui me dit « je travaille à la Banque de France », j'ai interpellé ma hiérarchie pour dire comment se fait-il qu'on envoie vers les États-Unis des données de ce type, et la réponse a été « il ne faut pas en parler ». Attendez. C'est pas ça la réponse qu'on attend. Il ne faut pas en parler. Vous imaginez la faille? Vous imaginez si un journaliste d'investigation c'est comme Nord Stream, il faut se pas en met parler. sur le sujet et va jusqu'au bout? La Banque de France. D'accord? Donc, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça.
C'est pas possible. Et alors comment, pour conclure cet entretien, comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Parce que c'est quand même tout un logiciel et la nature humaine est telle qu'on aime fonctionner avec des automatismes. Oui. Surtout quand ils rapportent une récompense, que ce soit en termes de promotion financière, promotion sociale, de business. Et pour l'instant, il y a des personnes qui fonctionnent selon cette grille de lecture et pour qui tout va très bien. Donc, comment changer cette grille de lecture Alors, il faut faire d'abord de la pédagogie. Votre existence est une réponse. C'est-à-dire il faut qu'il apparaisse des structures qui permettent l'analyse, la discussion, la confrontation d'idées, la polémique, et que ces structures, elles commencent à devenir des points de référence pour le monde éducatif. C'est-à-dire qu'il est évident que, si je pense aux étudiants, si on veut leur rendre service, il faut qu'on les oriente pour qu'ils aillent écouter, regarder, réfléchir à partir d'un certain nombre de messages qui sont construits par des structures comme la vôtre. Et je ne dis pas ça parce que je suis ici, je dis ça parce que je suis fondamentalement persuadé que le premier élément de réponse, c'est la pédagogie. Et la pédagogie qui arrive à se faire entendre, parce que ça c'est un métier, c'est comment je parle aux autres, comment je permets à l'analyse d'être entendue, ce qui n'est pas simple, et comment je sors des logiques de niche. Nous sommes dans une logique de niche, par définition. Donc il est vital que d'autres permettent d'aller plus loin, permettent d'irriguer davantage la société française. Et la base de départ, c'est la pédagogie. On n'a pas d'autre moyen que de commencer à présenter de nouvelles grilles de lecture, à présenter de nouveaux angles d'analyse, à creuser sur les angles morts, à nourrir en fait la réflexion collective. Ensuite, chacun est libre de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, de choisir ce qu'il veut. Mais au moins, il y aura eu cet effort. Et pour la petite goutte d'eau que nous sommes, nous, c'est vraiment la base de notre légitimité. C'est essayer de participer à cet effort-là, avec d'autres comme vous et d'autres. Et vraiment, le but, c'est que petit à petit, cette pédagogie prenne de l'importance et soit de plus en plus entendue. Eh bien, merci beaucoup, Christian Arbulot. En tous les cas, on vous aura entendu et on fera le maximum pour que d'autres vous entendent. Et pour conclure, je rappellerai quand même que l'analyse intelligence économique, guerre économique, ce n'est pas de l'idéologie. Il y a un énorme travail de recherche. On le voit notamment quand on parcourt vos productions. Un énorme travail de recherche, notamment de vos étudiants ou des professionnels en intelligence économique pour comprendre les liens, regarder les documents. Il y a un travail de renseignement derrière cette analyse. Ce n'est pas une grille de lecture idéologique. Non, surtout pas. Voilà, c'est une capacité d'analyse technique et stratégique. Donc on était ravis de vous recevoir dans cette émission Le Cercle de Risque Intel Média. Et pour la petite anecdote, vous serez également présent lors du Risque Summit, qui est un événement dont Risque Intel Média est partenaire, un événement qui rassemble les professionnels de la cybersécurité et de l'intelligence économique. Vous participerez à une conférence sur les ingérences étrangères. Donc cette conférence sera rediffusée en ligne, et y compris sur notre chaîne YouTube. Donc, public, si vous avez aimé ce que vient de nous expliquer Christian Arbulot, eh bien, connectez-vous à cette conférence. Ce sera passionnant. Encore, merci Christian Arbulot. C'est moi. Merci beaucoup. Et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à la repartager. À très bientôt dans Le Cercle.